Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. On va parler d'un sujet fondamental, d'un sujet cœur. C'est finalement le bonheur, l'épanouissement au travail, comment la philosophie nous amène à travers les textes, à travers les grands auteurs, à mieux vivre cette relation au travail. Et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Flora Bernard. Bonjour Flora. Bonjour Roland, merci de m'accueillir. Eh bien, écoute, on est ravis. Vous êtes toujours aussi incroyable. Aujourd'hui, vous êtes plus de 350 inscrits pour cette masterclass. Le sujet est cœur de toutes les préoccupations de beaucoup d'entre vous en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que leader. Et j'espère que cette demi-heure va vous apporter quelques éclairages et j'en suis convaincu. La semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter Gérald Karsanti, qui est le PDG de SAP, qui est également PDG de Oracle, d'HP, pour nous parler de comment un CEO construit son équipe, construit une équipe qui gagne. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale. Alors oui, il nous a laissé avec cette phrase de Nelson Mandela qui est au cœur de sa philosophie. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Gérald est également très impliqué dans l'éducation parce qu'il est professeur à HEC. Il fait maintenant des podcasts sur Radio Classique, sur les grands leaders du monde. Donc, n'hésitez pas à suivre aussi ses podcasts et sa page LinkedIn qui est très riche. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur logiciel. C'est l'application mobile des managers pour les aider à coacher leurs équipes efficacement. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi différents que les télécoms, la banque, l'assurance, la santé ou l'industrie. Voilà, la page de pub est terminée. Donc, on a le plaisir de t'accueillir, Flora. Est-ce que, Gloria, tu peux nous dresser le portrait de Flora Bernard, s'il te plaît? Avec plaisir. Flora Bernard, vous êtes philosophe en entreprise. Vous obtenez une licence en sciences sociales, économiques et politiques à l'Institut catholique de Paris et ensuite un master en sociologie politique à the London School of Economics. Vous commencez votre parcours engagé sur le développement durable, d'abord chez EY, puis ensuite B-Citizen et Suez, au Royaume-Uni, en Inde et en France. En 2012, vous rencontrez votre associé, Marion Genèvre, philosophe spécialiste de phénoménologie, qui avait travaillé chez Deloitte sur la démarche éthique des entreprises. Ensemble, en suivant les pas des grands maîtres de la pensée, vous décidez de travailler à rendre concrètes les applications de la philosophie dans l'environnement professionnel et vous fondez l'agence TAE. Avec TAE, vous utilisez les philosophes pour engager les collaborateurs dans une réflexion autour des enjeux des organisations. Vous aidez les équipes dirigeantes à formuler leur vision, leur mission, leurs valeurs et leur raison d'être. Vous poursuivez également cette mission dans vos conférences, TEDx et également dans 2 ouvrages de référence, Ménager avec les philosophes et la prise de décision. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Flora dans l'espace questions et commentaires sur LinkedIn. Elle y répondra en fin d'entretien. Merci Gloria, beau parcours Flora. Et en préparant cet entretien, tu nous disais que vous travaillez avec des clients prestigieux comme Orange, comme SNCF, comme des acteurs du monde mutualiste. Je vais commencer avec cette phrase d'André Gide dans son livre Palude. Quand un philosophe vous répond, on ne sait bientôt plus ce qu'on lui avait demandé. Le monde de l'entreprise et de la philosophie sont assez éloignés. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir les rapprocher? Ouais, merci Roland pour cette question parce que je pense que ça me permet de partager avec vous le fil rouge de ma carrière, le fil rouge de ce qui m'intéresse profondément, c'est de faire dialoguer des mondes qui n'ont a priori rien à se dire. Donc, quand j'ai commencé dans le domaine du développement durable, c'était de faire dialoguer des ingénieurs en écologie avec des financiers ou avec des entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est de faire dialoguer le monde de l'entreprise avec le monde de la philosophie.
Alors, c'est vrai qu'on peut penser que la philosophie et le monde de l'entreprise, ça n'a rien à voir. On a un certain nombre de préjugés, d'un côté comme de l'autre, sur ce qu'est l'autre monde. Donc, un préjugé du monde de la philosophie, c'est que les philosophes, ils ont le temps et le loisir de penser et ils passent leur temps derrière un bureau à écrire et à lire. C'est le monde de l'abstraction, c'est le monde de la théorie très éloigné de la pratique. Et le préjugé qu'on peut avoir sur le monde de l'entreprise, c'est que c'est le monde de l'action qui ne se préoccupe que de choses opérationnelles et qui n'a jamais le temps de penser. Voilà, moi, c'est cette. En fait, quand j'ai cofondé TAE il y a 10 ans maintenant, je l'ai fait avec l'idée que la philosophie pouvait venir éclairer le monde du travail en aidant le monde du travail à penser ce qui s'y passe. Et donc, en aidant chacune des personnes à penser ce qu'elle fait. Alors pour rendre cet entretien le plus concret possible, j'ai repris un certain nombre de philosophes que tu cites dans Manager avec les philosophes, ton dernier ouvrage, 6 pratiques pour mieux être et agir au travail. Et si ça te va, hein, on va commencer avec Épictète. Hein, on va commencer avec Épictète. Alors Épictète, philosophe grec, stoïcien. Il passe son enfance à Rome comme esclave, et puis il est affranchi, et puis il a laissé aucun écrit, mais finalement, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est important de distinguer d'un côté ce qui dépend de nous, et de l'autre côté ce qui n'en dépend pas, pour nous rendre plus libres. Comment est-ce que son héritage, puisqu'il n'a pas d'écrit, c'est à travers ses élèves qu'on a appris, comment son héritage peut nous aider en entreprise? Oui, donc en effet, lui, il n'a jamais rien écrit, mais il a enseigné. Et c'est son élève Arien qui a écrit, donc il nous reste 2 choses aujourd'hui, le fameux manuel d'Épictète que vous connaissez peut-être et qui commence par la phrase que tu viens de dire, hein, Roland. Il y a des choses dans la vie qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et toute la question, c'est de savoir distinguer lesquels on met dans de quel côté. Et il nous a également laissé les entretiens qui sont un peu plus détaillés que le manuel. Donc, si le manuel, vous commencez par le manuel, et si le manuel vous intéresse, vous allez approfondir avec les entretiens. Le manuel, c'était vraiment un petit livre à garder dans sa poche en cas de besoin. Donc, il y avait une dimension très pratique. C'est-à-dire qu'on pense que la philosophie n'est pas pratique, mais elle est éminemment pratique. Pourquoi ? L'ambition de la philosophie grecque, je le rappelle juste parce que c'est important par rapport aux préjugés que je présentais en introduction, hein, d'un côté la théorie, de l'autre côté la pratique. L'ambition de la philosophie grecque, c'était d'aider chacun à mieux vivre sa vie. Moi, ça, je trouve que c'est assez pratique parce qu'en fait, on se lève tous le matin avec cette vie à vivre et comment la vivre au mieux. Comment mener une vie qui soit, tu parlais d'épanouissement tout à l'heure, mais une vie qui soit heureuse, une vie qui soit épanouissante, une vie qui soit riche de sens, ça, je trouve que c'est une question pratique et qui nous concerne au quotidien. Donc, Épictète, qui était donc esclave affranchi, comme tu l'as dit, vous voyez bien qu'autour de lui, il y avait beaucoup de détresse, de malheur, enfin, un peu comme aujourd'hui, hein, rien n'a vraiment changé. Donc, lui, ce qu'il voulait fournir, c'était un guide pour aider chacun à se préoccuper de ce qui était en son pouvoir. Donc, ce qui dépend de moi, c'est ce qui est en mon pouvoir, et ce qui ne dépend pas de moi, c'est ce qui n'est pas en mon pouvoir. Et la phrase qui suit cette phrase, c'est « ce qui dépend de moi, c'est mon jugement, mes actions et mes désirs. Ce qui n'en dépend pas, c'est mon corps, les richesses, les honneurs, ma réputation. » Et je trouve particulièrement intéressante cette approche stoïcienne parce que je trouve que de manière générale, mais dans le monde du travail en particulier, on passe beaucoup de temps et d'énergie à se préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous et pas assez à se préoccuper de ce qui dépend de nous. Et notamment 2 choses, nos représentations et nos actions. Je ne parle pas trop des désirs parce que depuis, il y a Freud qui est passé par là. Est-ce que nos désirs dépendent vraiment de nous? Bon, ok. Mais en tout cas, nos représentations dépendent de nous, c'est-à-dire notre manière de voir le monde.
Épictète nous dira, il y a des choses qui se passent. Par exemple, tu es licencié, c'est un fait. Maintenant, que tu le prennes bien ou que tu le prennes mal, ça, c'est une représentation, c'est une certaine perspective. D'ailleurs, vous avez tous vécu une même situation avec un collègue ou un proche. Par contre, c'est la même situation, mais vous la vivez de manière très différente. Donc, tout l'exercice du stoïcisme de manière générale et l'invitation d'Épictète, c'est de nous aider à faire la part des choses entre les faits et les représentations ou les jugements qu'on peut avoir sur le monde. Concrètement, est-ce qu'il y a des exercices, tu vois, qu'on peut faire avec son équipe, avec son comité de direction, pour aider à séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous? Ah ben, je pense que déjà d'en discuter, c'est un premier pas, tu vois, de se dire, attends, qu'est-ce qui est de l'ordre des faits et qu'est-ce qui est de l'ordre des représentations? Et c'est vraiment pas évident parce que une des raisons pour lesquelles tout ça c'est très confus, c'est qu'on prend nos représentations pour des faits. Oui. Tu vois, par exemple, je reprends cette idée du licenciement ou du poste qu'on n'a pas eu. C'est un exemple que j'utilise dans le livre. J'ai interviewé un dirigeant qui pensait qu'il allait avoir un poste, il ne l'a pas. Donc, c'est dramatique, il n'a pas eu ce poste. Non, le fait, c'est qu'il n'a pas eu ce poste. Maintenant, est-ce que c'est dramatique? C'est une représentation. Ce n'est pas obligatoirement dramatique. Tu vois? Donc, de pouvoir très concrètement se demander est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une représentation, c'est important. Mais quelqu'un va te dire mais non, c'est dramatique. C'est un fait que c'est dramatique. Mais non, c'est pas un, tu vois? Donc, dans un comité de direction, c'est bien séparer le côté analyse, le côté fait, le marché décline de 10%, du côté ce qui est en notre main et qu'est-ce qu'on peut faire face à ce marché. C'est peut-être ça l'exercice, c'est d'avoir ces deux séquences de réflexion au sein d'une équipe. Je vais te donner un exemple très concret. Le Covid. Le 16 mars 2000, on s'y perd un petit peu, c'était 2019 ou 2020, je ne sais même plus 2020. maintenant. 2020, merci. Le Covid. Tout s'arrête un jour J. Nous, on perd tous les clients qu'on avait et pour lesquels on allait intervenir nous disent, bah voilà, on annule tout. C'est dramatique ou c'est pas dramatique? Ben en fait, et c'est là que moi, le stoïcisme m'a énormément aidé en tant que là, pour le coup, je prends ma casquette de dirigeante d'entreprise, mais philosophe, enfin, ou qui essaye de l'être en tout cas. En fait, l'arrêt est un fait. Voilà, c'est un fait. Et moi, je n'y peux absolument rien. Je n'ai pas la moindre décision dans le fait que l'économie s'arrête ou pas. Par contre, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Ça m'appartient. Donc, il faut bien faire attention. Je ne sais même pas si le marché décline de 20%. Je ne sais pas si c'est un fait, en fait. Je me demande même si on n'est pas au tout début de la représentation, tu vois? Parce que les chiffres, alors peut-être que les chiffres, tu sais, il y a des chiffres et puis après, il y a ce qu'on fait des chiffres. Et tout de suite, la représentation arrive très, très vite quand même. Donc, pour revenir au Covid, il y avait un fait et puis après, il y a qu'est-ce qu'on décide de faire de ce fait. Mais évidemment, faut neutraliser le fait, en fait, en quelque sorte. Alors pour travailler, là on travaille sur le groupe. La deuxième personne que tu invites avec nous dans cette réflexion aujourd'hui, c'est un philosophe, mais un philosophe qui a dit que finalement il n'était pas intéressé ni par les sectes, les religions, ni par la philosophie. C'est un personnage tout à fait atypique. Il s'agit de Jiddu Krishnamurti, qui est né à la fin du 19e siècle en Inde, qui a été adopté par un couple d'Anglais, qui est vraiment structuré. Il est devenu une sorte de gourou. Et lui, il nous invite à cultiver l'observation intérieure. Comment est-ce qu'on peut travailler avec Jiddu Krishnamurti pour améliorer cette observation intérieure nécessaire? Oui, il va même parler de méditation active. C'est-à-dire qu'il va dire la méditation, c'est pas je me prends un moment séparé tranquille avec une bougie et en tailleur.
ça peut se faire à tout moment de la journée. Là, je pourrais être en train de méditer si je cultive l'observation intérieure que tu mentionnes. Qu'est-ce que c'est que l'observation intérieure? C'est je suis là avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent et en même temps, j'adopte une espèce de posture méta à l'intérieur de moi et je me regarde ou je m'écoute parler ou réfléchir. C'est évidemment très difficile parce que quand je suis en train de discuter avec toi, je suis en train de discuter avec toi. Je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de dire au moment où je le dis. D'accord? Mais, et puis là, il n'y a pas d'enjeu de tension ou tu vois, je ne suis pas envahie par une émotion. Enfin, je suis très contente d'être avec vous, mais tout se passe bien. Je donne un exemple qui va peut-être parler à certains d'entre vous. Vous avez un adolescent à la maison qui rue dans les brancards. Vous vous mettez en colère. En fait, vous n'avez pas envie de pourrir votre enfant, mais c'est plus fort que vous, vous mettez en colère. Donc la méditation active, l'observation intérieure, c'est quoi? C'est il y a quelque chose dans le comportement de l'autre, je parle d'un adolescent, mais évidemment dans le management, il y a des personnes qui vous agacent, il y a des personnes qui vous énervent, etc. Donc ça arrive tout le temps. Il y a quelque chose qui stimule votre agacement et en même temps, ce serait de pouvoir dire, attends, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis peut-être en train de surréagir, peut-être, par rapport à la situation. Je vais me laisser envahir par mes émotions. Je ne dis rien. J'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Il ne s'agit pas de mettre sous le tapis et de faire comme si tout allait bien. Hein. Il s'agit juste de se demander, et en fait, c'est ça la question des philosophes de manière générale, mais quelle personne on a envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être cette mère qui s'agace et qui se met en furie contre son enfant? Est-ce que j'ai envie d'être ce manager qui pique une crise dès qu'il y a un truc pas fait en temps et en heure? Est-ce que j'ai envie d'être ce dirigeant qui, etc., etc. Donc, quelle personne j'ai envie d'être? Et évidemment, cette question, elle doit s'incarner dans nos moindres gestes au quotidien. Mais pour faire ça, comment on fait? Ben, l'observation intérieure. Donc, c'est peut-être pas à chaque minute de la journée, mais dans les moments clés d'un manager ou d'un dirigeant, je trouve que c'est intéressant. C'est une forme de connaissance de soi. Quand on médite qu'il faut laisser passer les pensées, tu vois, ne pas s'y accrocher, ben, c'est exactement ça. Il y a la colère qui arrive, elle arrive. Je la laisse passer, je m'y accroche pas et j'y reviendrai tout à l'heure pour discuter avec la personne et réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé qui a généré ce sentiment de colère. C'est clair ou ouais, c'est très clair. C'est très clair. Krishnamurti, il était contre toute forme d'autorité, contre toute forme. Il a dit à la fin de sa vie, je veux pas que mes maisons soient des cultes, soient des pèlerinages, etc. Je veux pas que personne n'enseigne la philosophie de Krishnamurti parce qu'il n'y a pas de philosophie de Krishnamurti. Finalement, il était à la fois très conscient de l'influence qu'il a eue, notamment en Inde et aux États-Unis, où il a fini sa vie, mais également très humble sur son enseignement et sur la pérennité d'une philosophie, d'une sagesse en particulier. En fait, il ne faut pas oublier qu'en Inde, il y a des gourous. Il faut bien entendre le mot gourou en Inde. Gourou, ça veut juste dire maître spirituel. Ça ne veut pas dire gourou comme on peut l'entendre en France, chef d'une secte ou autre. Il y a beaucoup d'Indiens. Donc moi, j'ai vécu en Inde. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont des gourous, mais c'est comme voilà quelqu'un qu'on va voir. Un coach, quoi. Comment? Un coach. Oui, alors avec une dimension spirituelle, mais et c'est pour ça qu'il y en a plein des gourous en fait en Inde parce que il y a plein de manières de vivre sa spiritualité. Donc lui, ce qu'il disait, il disait qu'il faut pas mais comme Socrate, hein, Socrate disait exactement la même chose. Socrate, il disait on a tout en nous. La vérité, elle n'est pas dans quelqu'un de sachant. Alors si les sachants peuvent nous apprendre des choses, mais les clés de la vérité sont en nous. Et Krishnamurti nous donne une méthode pour y arriver à voir ce qu'on a en nous à travers l'observation intérieure, mais Socrate, à travers la maïotique, ne fait rien de très différent. Il nous aide par le questionnement à accoucher de nous-mêmes. Hein, Socrate disait, j'ai le même métier que ma mère, maïoticien, qui veut dire accoucheur. Ma mère accouche des corps et moi, j'accouche les âmes.
Donc, c'est ça, en fait. Et ça, c'est vraiment important, je pense, dans la philosophie. Il n'y a pas de maître sachant. Et ça, c'est une révolution de dire ça. C'est une révolution. Une citation de Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin. La vérité est un pays sans chemin. Il faut aller chercher au cœur de nous-mêmes, à travers la méditation, sa propre vérité. Moi, Roland, mais la citation qui est au début du chapitre, je la trouve aussi très belle. Il dit, techniquement, vous êtes peut-être très brillant, et ça, des gens brillants, il y en a plein autour de nous, hein, mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes un homme ignorant. La vérité en nous-mêmes. Alors après les gourous, on va ramener un peu de rigueur scientifique dans notre échange. Et là, tu appelles Henri Bergson. Alors Henri Bergson, il est né en 1859. C'est d'abord un mathématicien brillant étudiant. Il est reçu premier au concours général de mathématiques. Et puis, quelques années plus tard, il dit finalement, c'est pas les maths qui m'intéressent, c'est les humanités. Il est reçu second à l'agrégation de philosophie. Et Bergson, finalement, c'est quelqu'un qui va nous parler également de vie intérieure, mais moins autour de la méditation et plus autour de l'esprit et de l'intuition. Comment est-ce que on peut utiliser les enseignements de Bergson au quotidien avec nos équipes? Bergson dit qu'il y a au moins deux manières, en tout cas, d'accéder au réel, c'est-à-dire de comprendre le monde, par l'intelligence et par l'intuition. L'intelligence, c'est ce qu'on connaît tous quand on analyse, quand on décortique, quand on fait une étude de marché, par exemple. Là, c'est un bon exemple, l'étude de marché, qui va m'aider à décider si je lance un produit ou est-ce que je lance ce service ou est-ce que je crée cette entreprise. Donc, l'intelligence, elle sépare, elle décortique en sous-groupes. Ça, c'est aussi l'héritage cartésien, hein, en fait, qui est notre héritage, nous tous. Mais ce que nous dit Bergson, c'est que ça, c'est une partie du réel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on décortique tout qu'on sait ce qui a du sens. C'est-à-dire que on comprend une certaine partie de la réalité, mais il y a une autre partie de la réalité sur laquelle nous, on doit se positionner en tant que dirigeant, en tant que manager ou autre, c'est qu'est-ce qui a du sens. Et c'est l'intuition qui nous permet, qui est un autre mode d'accès au réel qui est beaucoup plus direct et qui nous permet d'accéder à ce qui a du sens. Intuition à ne pas confondre avec l'instinct. C'est-à-dire que l'intuition, elle est pertinente dans des domaines que nous connaissons quand même un peu. C'est-à-dire que mon intuition dans le domaine, je ne sais pas, médical, ça ne va pas du tout être de l'intuition, j'y connais absolument rien. Par contre, mon intuition de créer une entreprise de philosophie pratique, j'ai pas fait d'études de marché hein, pour me demander si j'allais le faire ou pas. Parce que en fait, j'aurais fait une étude de marché, je sais très bien quel aurait été le résultat. Non, il n'y a pas de demande des entreprises pour la philosophie pratique. Donc, il fallait que ça vienne d'ailleurs. Il fallait que ça vienne d'une intuition, d'une conviction partagée avec Marion, mon associé, que ça allait répondre malgré tout à un besoin que les entreprises ne formulaient pas nécessairement sous le terme de philosophie, mais qu'elles formulaient plutôt sur le thème de sens, avoir besoin de réfléchir et de penser au sens. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant avec Bergson, c'est qu'il ne néglige pas l'intelligence, mais il dit il faut que les deux aillent ensemble. Il faut qu'on arrive à faire fonctionner l'intelligence analytique et rationnelle avec l'intuition qui accède directement à ce qui a du sens. Et tu cites dans ton livre un sondage d'Harvard auprès de centaines de PDG américains qui montre que 86% des interrogés indiquent l'intuition dans les facteurs déterminants de la prise de décision. Étonnant pour des PDG de grandes entreprises américaines. Oui, mais en fait, je pense que c'est à peu près la même chose pour tout dirigeant un peu visionnaire. Je distingue les dirigeants visionnaires des dirigeants gestionnaires. Mais quand vous avez
On a que des visionnaires qui nous écoutent. On n'a que des visionnaires qui nous écoutent, donc c'est très bien. Mais si vous êtes visionnaire, vous connaissez en fait votre métier un peu de l'intérieur, vous l'avez malaxé, vous l'avez travaillé, vous connaissez vos clients, vous avez cette espèce de connaissance qui est une sorte de digestion en fait. Vous avez digéré vos produits, vos services, votre métier. Et donc vous savez en fait. Sauf que c'est compliqué d'aller voir vos équipes en disant non, mais je le sens comme ça. Non, il faut quand même un peu expliquer les choses. Et donc, en réalité, ce qui se passe, enfin, en tout cas, on pourrait se demander si, en fait, pour les grandes décisions qu'on a à prendre, au fond, on ne sait pas avant de démontrer. On sait, et après, on va aller chercher des arguments, etc., pour démontrer que c'est la bonne décision et pour la communiquer auprès de nos équipes. Mais regardez, pensez aux grandes décisions que vous avez prises dans votre vie. Acheter un appartement, mais acheter un appartement, enfin, moi, ça s'est toujours fait comme ça. Hein. Et après, je fais en sorte que tous les ratios, tous les machins, etc. Mais même pour créer Tae, en fait, on n'avait pas de clients. Mais on l'a fait. On y croit. On avait cette intuition. Alors, ça peut être démenti, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. J'ai demandé la main de ma femme 10 jours après l'avoir rencontré, enfin un peu plus, mais après avoir passé 10 jours ensemble. Et voilà, 25 ans plus tard, c'était une bonne intuition. Effectivement, le réel, quand je vois ce livre, il est blanc. Et donc, le plus rationnel peut me dire, j'ai un livre blanc, voilà. Et la réalité, c'est que ce livre, il est blanc, mais si je le retourne, il est aussi vert. Donc, cette réalité, elle nous échappe forcément. Puisqu'on ne peut pas réussir à englober toute la réalité dans des analyses, aussi sophistiquées soient-elles, même si on a beaucoup de consultants autour de soi. Donc derrière, on sent intuitivement qu'on a besoin de l'intuition. On a l'intuition de l'intuition. Et finalement, ce que Bergson nous dit, c'est que c'est presque plus profond que ça. C'est que l'intuition, c'est une science et qu'on peut c'est impératif d'aller travailler son intuition. Alors comment concrètement on fait pour travailler, pour améliorer sa capacité intuitive? Est-ce qu'il y a des règles qui existent? Est-ce que Bergson nous offre des pistes ou d'autres philosophes nous offrent des pistes? Il me semble que, enfin pour moi, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est connaître de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, on peut tout à fait devenir complètement extérieur à son entreprise parce qu'on ne fait plus. Tu vois ce que je veux dire? On est dans sa tour d'ivoire en quelque sorte. Donc, continuer à être sur le terrain, continuer à faire, continuer à discuter avec les gens qui sont aux prises avec les vrais problèmes de terrain, c'est pour moi une manière de continuer à cultiver son intuition. Tu vois, moi, c'est vrai que j'aime faire tout autant que penser ce qu'on fait, mais je pourrais jamais imaginer qu'un jour, je n'anime plus d'ateliers philosophiques et que je confie ça à des jeunes philosophes qui, eux, animent et moi, je dirige l'entreprise. Ça pourra jamais, je me déconnecterais en fait si jamais je faisais ça. Et mon intuition, ce ne serait plus de l'intuition. Mon intuition se cultive parce que j'ai une connaissance fine de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, pour moi, mon conseil aux dirigeants, c'est retourner régulièrement sur le terrain, aller vivre la vie des métiers qui constituent votre entreprise pour connaître de l'intérieur, en fait, connaître de l'intérieur. C'est ça qui me semble important pour cultiver son intuition. Intuitu, ça vient du latin « voir ». Donc, quand on parle d'intuition, c'est qu'on cultive une vision claire des choses. C'est le nouveau patron d'Airbnb qui a passé 6 mois à voyager autour du monde en habitant dans des Airbnb pour connaître l'expérience de ses clients. Philosophe suivant, il faut qu'on avance, le temps passe trop vite. C'est Hannah Arendt. Alors, Hannah Arendt, c'est la grande penseur du totalitarisme et elle nous invite à interroger le sens de nos actions. Et Gérald Karsanti, patron d'SAP qu'on recevait la semaine dernière, nous passe exactement le même message. Comment on redonne du sens à nos équipes? Comment est-ce qu'on peut redonner du sens à notre travail? Comment est-ce qu'on peut le transmettre à nos collaborateurs? Voilà, comment Hannah Arendt nous aide à penser notre relation au sens de notre travail?
Alors, juste avant de répondre à ta question, Hannah Arendt, c'est en effet la grande penseuse de l'éthique. Et elle nous dit la banalité du mal. Donc, elle a couvert le procès d'Adolf Eichmann, qui a été l'un des instigateurs du transport des Juifs dans les camps de concentration. Et quand elle l'a vu dans le procès à Jérusalem en 61, elle a dit, en fait, le problème avec Eichmann, c'est pas qu'il était machiavélique ou ce qui a beaucoup choqué évidemment la communauté juive, c'est qu'il ne pensait pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'était un très bon soldat. Il a obéi à tous les ordres, ça c'est sûr. Il a été très, excusez-moi, hein, je sais que la situation est terrible, mais il a été très professionnel. Il a fait ce qu'il devait faire en temps et en heure, en obéissant aux ordres. Et ce que lui reproche Hannah Arendt, c'est de ne pas penser ce qu'il a fait sur le plan éthique. Pour elle, penser, ça veut dire se demander si ce qui m'est demandé, et ça dans le quotidien des entreprises, c'est fréquent, est-ce que ce qui m'est demandé, c'est en accord avec des valeurs humanistes? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que je ne suis pas en désaccord quand on me demande de faire ceci ou de faire cela? C'est ça qu'elle nous demande de faire, penser ce qu'on fait. Ça, c'est le droit à la désobéissance. Mais est-ce que c'est pas un sujet différent, d'un côté, le droit à la désobéissance, et je comprends tout à fait l'illustration d'Hannah Arendt, avec la fameuse anecdote du roi qui se promène et puis il voit un ouvrier, il lui dit « Qu'est-ce que vous faites, mon brave? Moi, je taille des pierres. » Et puis 20 mètres plus loin, il demande à une deuxième personne « Et vous, mon brave, qu'est-ce que vous faites? Moi, je construis une cathédrale. » Comment est-ce qu'on peut aider chacun à construire des cathédrales sur la base d'un métier qui est celui qu'il est finalement? Oui, mais penser ce qu'on fait, c'est penser le sens de ce qu'on fait. C'est là où je voulais en venir. C'est pas juste le faire. C'est se demander, c'est se poser exactement cette question. C'est en mettant une pierre au-dessus de l'autre, est-ce que je suis juste en train de construire un mur ou une cathédrale? Tu vois, c'est se poser la question en fait. Donc, pour travailler sur les questions de sens en entreprise, le sens, il ne s'agit pas juste de le donner d'en haut. Ça, c'est le sens direction. C'est la prérogative du dirigeant, c'est bien évidemment de donner la direction, mais c'est de pouvoir en dialoguer. Qu'est-ce que c'est qu'un travail bien fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Voilà, donc pour moi, le manager, il a aussi une responsabilité d'animer un dialogue autour du sens pour que chacun puisse se relier personnellement à cette grande direction qui a été donnée par la tête de l'entreprise. Et pour moi, le sens, il doit être discuté en fait. C'est parce que je vais discuter, c'est parce que je vais faire récit de quelque chose que les choses vont avoir du sens pour moi, ou pas, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je peux essayer de le trouver. En tout cas, voilà, il y a un sens qui se donne et il y a un sens qui se trouve. Qui se construit par un dialogue commun finalement. On va construire ensemble notre récit commun. Oui. C'est une merveilleuse introduction au dernier philosophe que tu invites dans ce livre, qui est Socrate, qui est Socrate, et donc figure emblématique. Lui aussi n'a pas laissé d'écrit. C'est Platon qui nous aide à comprendre les enseignements de Socrate. Dans l'éthique du dialogue socratique, Platon présente finalement les principes et les conditions d'un discours de la maïotique que tu citais tout à l'heure, l'art du questionnement. Finalement, rentrer, donner du sens, est-ce que c'est rentrer dans cette maïotique, rentrer dans ce questionnement? Oui, je pense que ça passe par là, en tout cas. Et tu mentionnais les conditions, et il mentionne une condition, c'est la bonne foi déjà. Est-ce qu'on a envie de réfléchir à ça ensemble, en toute bonne foi? Est-ce qu'on accepte le fait qu'il n'y ait pas de réponse préétablie et qu'on peut y réfléchir ensemble? Tu vois, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'écoute, évidemment, mais la vraie écoute, l'écoute active. C'est-à-dire, c'est pas juste j'ai entendu ce que tu dis, mais je ne change pas ma manière de voir. C'est j'ai entendu, j'écoute ce que tu dis et je peux me laisser transformer par ce que tu penses. Et ça, c'est certainement la chose la plus difficile à faire parce qu'on est tellement ancré sur nos opinions, un peu comme les représentations et les faits que je mentionnais tout à l'heure. Souvent, nos opinions, on les prend pour des vérités. Ça nous arrive de dire, mais non, c'est pas mon opinion, c'est la vérité. Mais bon, voilà, ce n'est que ton opinion, ce n'est pas nécessairement la vérité.
Et donc, le dialogue, en effet, il permet de construire ensemble. Le véritable dialogue, il permet de construire ensemble à partir de pensées différentes. Et ça, c'est un changement de paradigme managérial parce que pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, le manager, le dirigeant, il était chargé d'obtenir des résultats. Le manager était garant de la bonne application de processus métier. Et puis progressivement, dans un monde VUCA, dans un monde qui se transforme beaucoup plus rapidement, on ne peut plus appliquer un modèle. Il faut être beaucoup plus agile et s'adapter en permanence aux nouveaux besoins du client, aux nouvelles attentes des collaborateurs, aux environnements concurrentiels qui changent en permanence. Et donc, on a besoin d'autonomiser, de donner beaucoup plus d'autonomie aux interlocuteurs du terrain. Et donc, finalement, et je reprends la définition de la maïeutique, de conduire l'interlocuteur à découvrir, à formuler les vérités ou les solutions qu'il a en lui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, les personnes qui sont aux prises avec les problèmes du terrain, enfin, c'est quoi travailler? Travailler, c'est faire face à un réel qui résiste et trouver des solutions pour y faire face. Les personnes qui sont aux prises de ce réel qui résiste, elles savent ce qu'il faudrait faire. Et donc, il y a vraiment un enjeu, il me semble, de déjà écouter ce qu'elles ont à dire, de leur demander leur avis sur ce qu'il faudrait faire. Et puis après, évidemment, le rôle du manager, à un moment donné, ça va être de trancher, d'organiser les choses. Enfin, il y a plein de choses qui restent des prérogatives du manager. Mais est-ce que le manager sait? Ben, c'est là, je pense, où il y a le changement de paradigme que tu évoquais. C'est comme Socrate, de se dire, ben, en fait, chacun sait ce qu'il faut faire. Et si on n'est pas très sûr de ce qu'il faut faire, eh ben, discutons-en, mais faisons confiance aussi au savoir que chacun d'entre nous on a. On a tous une certaine idée de ce que ça veut dire que le travail bien fait dans tous nos domaines et dans tous nos métiers. Moi, je pense qu'il y a des conversations qui manquent sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'un travail bien fait? Et toi qui es en train de réparer cette machine ou autre, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, pour que les choses fonctionnent? On va tous au travail, enfin, c'est ma conviction, hein, on va tous au travail en ayant envie de bien faire. Et souvent, si on y est empêché, c'est souvent que le système l'empêche. On a tous envie de bien faire. C'est assez rare. Il y a des personnes qui ont pas envie, mais c'est assez rare en fait. C'est très énergivore de mal faire. Renforcer le dialogue avec ses équipes pour construire ensemble un récit collectif, un récit commun. Merveilleux enseignement. Notre gourou aujourd'hui, c'est pas Krishnamurti, c'est toi, Flora. Les résumés idées bonus, bien sûr, manager avec les philosophes, c'est passionnant, ça se lit comme un roman, c'est très pragmatique et plein d'enseignements. Un autre ouvrage que tu as écrit, La prise de décision, un peu de philosophie pour les pros qui veulent décider autrement. Et puis un TEDx à la conquête du sens, la philosophie au service de son leadership. Et puis d'autres ouvrages, que tu cites, La faillite de la pensée managériale de François Dupuis, qui avait écrit Lost in Management, qui avait fait pas mal de bruit. La philosophie comme matière de vivre de Pierre Ardaud et Socrate, un philosophe au secours de l'entreprise de Damien Gouin. Voilà, si vous voulez aller plus loin, précipitez-vous sur ces ouvrages. Et si tu as encore Alors, pour ceux qui doivent nous quitter, et c'est très rare qu'on ait comme ça 9 minutes de retard, c'est que le sujet a été passionnant. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter Philippe Devos, qui a écrit une histoire du numérique. C'est absolument passionnant. C'est un des cofondateurs de Wanadoo, un serial entrepreneur. Il dirige aujourd'hui une école d'informatique et de numérique qui s'appelle l'EPITA. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et pour ceux qui peuvent rester encore avec nous, vous pouvez poser vos questions directement sur GoToWebinar et Flora se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Est-ce que Gloria, on a déjà des questions de nos auditeurs sur le chat? Merci Roland. Oui, on a beaucoup de questions. Donc, la première de Julien. J'ai eu 5 au bac philo. Pour autant, j'aspire à améliorer mon leadership. Alors, comment rendre votre domaine moins hermétique?
Ah ben, il faut lire Manager avec les philosophes. C'est très pragmatique. En fait, en terminale, on nous apprend l'histoire de la philosophie, l'histoire des concepts, l'histoire des auteurs. Et je pense qu'il y a une différence entre la philosophie, la culture, et philosopher, ER. Et donc, Julien, pour cultiver votre leadership, je pense que philosopher, c'est-à-dire questionner ses certitudes, les évidences, les a priori avec lesquels on avance et dont on a besoin pour décider, hein, mais une fois de temps en temps, pouvoir se dire, tiens, est-ce que les choses sont vraiment telles qu'elles sont? Voilà, questionner ses certitudes. Deuxièmement, se demander pourquoi on pense ce qu'on pense, c'est-à-dire argumenter sa pensée. Et pas juste dire parce que mon chef l'a dit, parce qu'on a toujours fait comme ça, etc. Tout ça, c'est des arguments d'autorité. Donc, c'est-à-dire retrouver le plaisir de penser par soi-même. Et troisièmement, philosopher, c'est conceptualiser, c'est-à-dire c'est se demander qu'est-ce qu'il y a dans les mots MOTS que j'utilise tous les jours, et parfois de manière tellement fréquente que je ne sais même plus trop ce qu'ils veulent dire. Donc, quand tu parles de confiance, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est quoi la confiance pour toi? C'est quoi la coopération? C'est quoi la performance? Etc. Questionner, argumenter, conceptualiser. Philosopher ER, ça peut permettre de rendre les choses un peu plus concrètes, je pense. Question de Louise. Comment la philosophie appliquée à l'entreprise peut-elle aider les directeurs commerciaux à mieux comprendre les besoins et les motivations des clients et ainsi améliorer les performances de vente? Alors, il y a deux choses. Une des choses, je pense, c'est, je répéterai un petit peu ce que je viens de dire à propos de questionner ses certitudes. Je pense que c'est cette partie-là qui me semble être vraiment intéressante et s'entraîner à pouvoir questionner l'autre. Et en fait, questionner l'autre, c'est s'intéresser à l'autre, hein, tout simplement. Enfin, voilà, chose que les commerciaux, je pense, savent très bien faire. Après, il y a autre chose, je pense, qui est intéressant, et ça, c'est notre métier, c'est que j'anime, moi, des ateliers philosophiques sur les enjeux du travail. Et donc, je prends des mots et je les réinterroge philosophiquement. Et en écoutant cette question, me vient à l'esprit notre premier atelier philosophique il y a 10 ans, qu'on a fait sur la notion de client. Qu'est-ce qu'un client? Alors, les philosophes ne se sont pas beaucoup intéressés au sujet, mais si on devait philosopher sur la notion de client, quel type de relation est-ce que c'est une relation client? Je pense que de réfléchir à ça en équipe, ça peut être extrêmement fécond pour pouvoir réinvestir ses relations avec ses clients. Je vais faire un peu court, hein, mais c'est un sujet passionnant. Mais voilà, réfléchir philosophiquement aux enjeux concrets qui sont les nôtres. Question de François. Comment la philosophie peut-elle contribuer à la gestion du changement et à la conduite du processus de transformation au sein d'une organisation? Alors, cette question du changement, elle est intéressante parce que nous, on hérite d'une conception du changement qui est la suivante. Soit A existe, soit A n'existe pas. C'est comme ça que voilà, c'est comme ça que la réalité nous est présentée, d'accord? Et donc s'il y a quelque chose qui change, ça veut dire que ce qui a changé n'existe plus. Maintenant, je trouve que c'est intéressant de renouer avec alors la pensée orientale, qui est très proche de la pensée d'Héraclite. Héraclite, c'est celui qui nous a dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Je suis dans une rivière, donc je suis dans une rivière, mais en même temps, à chaque instant, il y a des nouvelles eaux qui coulent sur moi. La pensée d'Héraclite, c'est une pensée du changement permanent. En fait, la vie est changement. Et donc, pour que quelque chose change, il faut à la fois que quelque chose demeure. C'est-à-dire que moi, par exemple, Gloria ou Roland, le Roland ou la Gloria ou la Flora il y a 20 ans, ou de quand on avait 10 ans, à la fois c'est la même et à la fois c'est pas la même ou le même. D'accord? On a complètement changé et en même temps on est un peu les mêmes. Une entreprise, c'est pareil. Elle change, mais en même temps, elle doit garder quelque chose d'elle-même, de son identité pour pouvoir changer. Parce que si elle change tout, elle n'est plus elle-même. Donc, la philosophie peut nous aider en réfléchissant à notre identité. Qu'est-ce qui doit demeurer et qu'est-ce qui peut changer? Question de Dorian.
Dernière question, quels sont les principaux défis auxquels une entreprise peut être confrontée lorsqu'on essaye d'appliquer les concepts philosophiques et comment les surmonter? Je pense qu'un des principaux défis, c'est de remettre en question ses certitudes. C'est tellement difficile. Et plus on avance en âge, honnêtement, plus c'est compliqué. Sauf si vous êtes vraiment très éclairé et très sage. Mais remettre en question nos certitudes, elles nous servent à quelque chose. C'est le fondement, c'est le sol ferme sur lequel on peut avancer. On a besoin de certitudes. Vous imaginez si on devait re-questionner nos certitudes toutes les 2 minutes, ce serait terriblement angoissant. Mais si on veut philosopher et si on veut pouvoir naviguer dans ce monde VUCA que tu évoquais tout à l'heure, Roland, c'est vraiment important de pouvoir les re-questionner. Sauf que c'est le principal défi. Et quand vous êtes dans une position de pouvoir, c'est encore plus difficile. Mais c'est ça. Remettre en question nos certitudes. On a remis en question toutes nos certitudes grâce à toi. Flora Bernard, philosophe en entreprise, auteur de Manager avec les philosophes. Un immense merci Flora, c'était un grand plaisir de converser, de philosopher ensemble aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Philippe Devost, serial entrepreneur, cofondateur de Wanadoo et directeur de l'EPITA, pour une histoire du numérique qui est à la fois une vision du passé, une vision de l'avenir. Je vous souhaite une excellente journée à tous et merci encore de ta présence avec nous, Flora, aujourd'hui. Merci Roland, merci Gloria, et puis merci à tous pour vos écoutes, votre écoute et vos questions. J'aurais bien aimé savoir quelles étaient les autres questions, mais ça, bon, voilà, une autre fois.